Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité de la mi-journée. Voici le sommaire. Les réformes en cours dans le système éducatif béninois au cœur d'une assemblée générale. Le bureau sortant du Conseil national de l'éducation s'y attelle. Des résolutions sont attendues à l'issue des travaux. La société béninoise d'énergie électrique dans une dynamique de performance. Un projet contrat-plan lui est proposé pour la rendre plus compétitive et efficiente dans ses prestations. Et Donald Trump reste droit dans ses bottes. Le président américain réaffirme sa politique sur l'immigration. Il a martelé hier soir devant le Congrès américain. Voilà donc pour les titres. Bonjour et bienvenue. Le Bénin commémorait hier la fin des travaux de l'historique Conférence nationale des forces vives de la nation. C'était en février 1990, une conférence nationale qui a permis au Bénin de faire l'option de la démocratie. Alors, 27 ans après, le Centre de droit constitutionnel de l'Université d'Abomey-Calavi marque une pause, s'interroge et fait le bilan. Il a initié une table ronde qui a réuni divers acteurs et complices de cet événement historique, mais au détour de cette assise, une problématique demeure. Eh bien, que reste-t-il de la Conférence nationale des forces vives de la nation? Esquisse de réponse dans ce reportage de Brice Coutonou et Rachida Diomama. C'est l'œuvre de cet homme, Joël Aïva, doyen de la faculté de droit et de sciences politiques. Pour lui, c'est un devoir de mémoire et donc pas question de passer sous silence ce pan glorieux de notre histoire. Et qui mieux que les personnalités de premier plan de cet acte historique pour d'entrée restituer l'exact récit des faits 27 ans après. Oui ou non? Est-ce que ce sont les étrangers qui sont venus voir Mathieu Kérékou pour dire « Allez, organise une conférence nationale ». Moi, je réponds non. Il faut que nos complexes d'extranéité soit rejeté fermement. De l'historique, en passant par les coulisses et les faits marquants, tout y est passé pour éclairer sur l'essentiel à retenir de la conférence des forces vives de la nation. La conférence a résolu la question des libertés, c'est clair. Notre pays, effectivement, depuis 1990, est l'un des pays les plus démocratiques au monde. La seule chose qui reste, personne ne peut faire le bonheur d'un peuple sans ce peuple. Aucun expert. Pour moi, ce qui reste de la conférence nationale, c'est d'abord la Constitution. C'est le retrait de l'armée dans les casernes et le rôle formidable que joue cette armée. Toutefois, Albert Tévoidre dénonce le pouvoir de l'argent et en cela, il appelle à la tenue d'une nouvelle conférence nationale. On veut tricher. On veut gagner à tout prix, par tout moyen. On a dit que l'argent, il fallait l'exorciser, on le met au centre de tout. Comment peut-on avancer? Ma seule proposition aujourd'hui à vous, c'est que se revoir, se parler, se dialoguer, relancer le débat entre nous. En attendant, l'ancien médiateur de la République recommande que l'esprit de la conférence nationale soit préservé, mais aussi qu'il se traduise dans le quotidien de chaque Béninois. Il a été l'un des artisans de la réussite de cette conférence nationale des forces vives de la nation, le ministère du Plan à l'époque. Quel a été son rôle dans la préparation et la réussite des assises de février 1990? Une exposition de photos, d'archives et de vidéos a eu lieu mardi dans le hall du ministère du Plan. Eh bien, pour ce vernissage, le ministre d'État chargé du Plan et du Développement avait à ses côtés l'ancien ministre du Plan et président du comité préparatoire de la conférence nationale des forces vives de février 90, maître Robert Dossou. Voyez le reportage de Brice Chubozo et de Serge Ayaka. Des images d'archives qui retracent l'histoire de la conférence nationale de février 1990. Nous sommes dans le hall du ministère du Plan, transformé pour l'occasion en hall d'exposition. Se rappeler de l'histoire, d'une histoire aussi importante pour notre pays, est une excellente chose. Je viens avec le président du comité préparatoire, l'ancien président de la Cour constitutionnelle et l'ancien ministre surtout du plan.
témoigner du bon travail qui a été fait en ce moment-là. Et l'hôte du jour, un acteur majeur de la conférence nationale, a parcouru et observé de plus près plusieurs documents, journaux et photos. Devant certaines images, il n'a pu s'empêcher certains commentaires, comme ici devant le fameux décret qui devrait donner le sceau spécial à la conférence. La pression a été si forte sur Monseigneur de Souza que lui aussi il a mis la pression sur Kérékou. Et Kérékou m'a appelé dans son bureau pour me parler un après-midi de ce décret. Il dit, le président, laissez tomber. Parce que si on prend le décret, on va les limiter. Bon. Et le président me dit, faites de n'importe quel décret pour qu'on ait la paix. Non, je vous jure. Ici, on est fier de faire revivre le rôle qu'a joué le ministère du Plan dans la préparation et la réussite de la conférence nationale. C'est à dessein qu'on cite en exemple les anciens ministres du Plan. Le président Émile Derlin-Zessou, qui fut ministre du Plan, le président Justin Aroumane-Tomenti, qui fut ministre du Plan, mais également le premier des Béninois de l'époque, le général Mathieu Kérékou, qui fut également ministre du Plan. Mais il n'y a pas que cela. Il y a également les futurs ministres du Plan qui se sont illustrés au cours de cette conférence historique. Après avoir parcouru l'exposition, Maître Robert Dossou a salué l'initiative et souhaité que ces pages de l'histoire du Bénin ne sombrent dans les abîmes de l'oubli. Eh bien, la conférence nationale des forces vives de la nation, on en parle encore, mais cette fois-ci avec les forces Cori pour un Bénin émergent qui s'en souviennent. Eh bien, à l'occasion, le coordonnateur national des FCBE est revenu sur les acquis sociaux et démocratiques de ce fait marquant de l'histoire politique de notre pays. Je vous invite à suivre un extrait des propos de Eugène Azatassou. Il est au micro de Rosemont Tchakwe et Ghislain Poguet. La pensée unique a été enterrée et le renouveau démocratique a ouvert la voie à un nouveau modèle de développement basé sur la démocratie pluraliste et le libéralisme économique. Cela a conduit à l'instauration d'un état de droit assorti de la liberté d'association, d'expression, de religion et le multipartisme intégral. Les gouvernements qui se sont succédés depuis 1990 se sont employés à préserver cette orientation globale et surtout ses acquis, facteurs de paix, de stabilité politique, de développement, de cohésion et de justice sociale. Former un grand et fort parti politique, c'est l'appel et le vœu émis par une vingtaine de partis politiques réunis au sein d'un creuset. L'appel est destiné aux partis politiques, mouvements et personnalités. Il s'agit pour les initiateurs du rassemblement de se préparer pour les réformes du système partisan qui s'annoncent. Ils ont fait connaître leurs objectifs et ambitions dans une déclaration. C'était en présence de Abiat Oumarou et Augustin Boudou. Vu que notre vision est celle d'un Bénin moderne et rayonnant, un pays de droit résolument engagé dans un progrès continu et soutenu dans les domaines politiques, économiques, technologiques, social et culturel. C'est pourquoi nous lançons ce jour, 28 février 2017, le présent appel pour réaliser le rêve béninois par l'union de nos forces et mettre fin à l'émiettement politique actuel. Notre appel solennel s'adresse à tous les partis politiques, à tous les mouvements politiques, à toute personne de bonne volonté, patriotes et démocrates, pour qu'ils nous rejoignent dans cet élan patriotique, afin qu'ensemble, nous fusionnons nos partis en un grand parti fort sur l'échiquier politique national, un parti appartenant à tous ses membres, où se pratique une large démocratie interne et à la tête duquel l'alternance s'impose. En nous rejoignant maintenant, vous aurez contribué à la salubrité politique de notre pays, en réglant durablement le problème de la prolifération des partis politiques sur l'échiquier national. On parle toujours politique avec cette démarche inédite pour la 7e législature de l'Assemblée nationale. Eh bien, les députés se retrouvent à Dassazoumé, dans le département des Collines, pour un séminaire de 5 jours. Ils passent au crible les textes de 12 propositions de loi. Guillaume Avienon nous fait le compte-rendu de ces assises.
Des propositions de loi soigneusement rangées dans les cartables à l'écran. 12 au total pour légiférer dans les domaines de l'économie, du social et de la sécurité. Des propositions de loi émanant des députés à soumettre dans les prochains jours à l'examen de la plénière lors de la deuxième session extraordinaire de l'institution au titre de 2017. Afin d'engager des débats enrichissants et constructifs lors du vote de ces différentes propositions de loi et pour aboutir au finish à des productions législatives de qualité, les députés sont en séminaire pour 5 jours et cela depuis le 24 février dernier. Le temps est révolu où pour voter un texte, pour voter une loi, le député regardait à droite, regardait à gauche, regardait derrière pour s'assurer que tout le monde vote dans le même sens que lui et lève la main. Non, aujourd'hui c'est fini. Le député qui vient à l'hémicycle pour voter un texte vient en connaissance de cause parce qu'il s'est approprié ce texte, parce qu'il y a déjà travaillé en séminaire, en atelier, parce qu'il sait le sens du vote qu'il va émettre. Et je voudrais vraiment vous en féliciter tous, nous en féliciter tous. Je crois que c'est un des grands acquis de notre législature. L'organisation de séminaires parlementaires en de pareilles circonstances se justifie entre autres par la volonté de la législature en cours de gagner du temps lors de l'examen et du vote des lois. Sur un autre registre à présent, éliminer la pauvreté sous toutes ses formes, partout et même dans les contrées les plus reculées du Bénin, eh bien c'est l'un des objectifs du développement durable ODD à l'horizon 2030. Le ministère du Plan et du Développement s'y attelle pour définir des stratégies efficaces pour l'atteinte de ces ODD. Un atelier de travail a été initié à l'occasion. Mylène Fanon, Francis Faton. D'exhortation à la réflexion. Après l'échéance de l'agenda des objectifs du millénaire pour le développement à l'horizon 2015, les différents corps du ministère du Plan et du Développement, avec l'appui du PNUD, réfléchissent pour la mise en œuvre des objectifs du nouvel agenda 2030. Fort de l'élan que représente le programme d'action du gouvernement, le PAG, le gouvernement s'attelle désormais au processus de planification du développement à moyen et long terme. Ces chantiers de planification offrent ainsi l'opportunité de mener une réelle réflexion stratégique nécessaire à la transposition des ODD à la réalité béninoise en suivant l'approche intégrée ancrée dans cet agenda. 17 objectifs sont contenus dans le nouvel agenda adopté par le Bénin le 27 septembre dernier. Le plus en vue est celui lié à la réduction de la pauvreté. La noble ambition de ce nouveau programme de développement est d'en finir une fois pour toutes avec la pauvreté, la faim, les discriminations, les inégalités ainsi que la dégradation de la planète. Ce nouvel agenda est très ambitieux et vise l'élimination de l'extrême pauvreté, des possibilités économiques pour tous, la préservation de l'environnement et la paix. Ce nouveau programme servira de boussole pour les actions de développement pour la période 2016-2030 au Bénin. Voilà, à l'instant, un reportage de Mylène Fanon et de Francis Faton présenté par Aurélie Sauton. Comment rendre plus performantes les prestations de la Société béninoise d'énergie électrique ? Eh bien, la question préoccupe le ministère en charge de l'énergie et les responsables de la société. Et pour y arriver, la trouvaille reste un projet contrat-plan qui est proposé justement à la SBE pour lui assurer un avenir plus prometteur. William Chouki. Elle est aujourd'hui la seule société distributrice d'énergie électrique, seule face à une clientèle croissante et exigeante, des demandes de fourniture à plein temps d'énergie avec un système de facturation plus amélioré. Le Millennium Challenger Compte, à travers son deuxième compact, veut accompagner la SB2E à atteindre ses objectifs, mais avant, il y a ce contrat-plan qui constitue la boussole des engagements. Le contrat-plan constitue dans la durée la référence des engagements de la SB2E en vue d'assurer la pérennité des missions de service public qui lui sont confiées. Une chose est d'avoir un contrat-plan dynamique, mais l'autre condition est d'assurer sa bonne application, dira le ministre en charge de l'énergie, de l'eau et des mines. Le contrat-plan constitue le point de départ d'une nouvelle gouvernance de la SBE. Et l'objectif du gouvernement étant de faire d'elle une entreprise modèle, une entreprise moderne,
Une entreprise bien gouvernée et bien gérée, une entreprise performante, financièrement viable, qui offre aux usagers des services de qualité. Il y a une planification sur 3 ans, donc on peut dire que dès cette année 2017, vous allez pouvoir sentir les améliorations sur tous ces axes-là. Fini donc les longues files d'attente devant les guichets de la société. Fini les facturations hasardeuses pour une société plus dynamique et plus performante au service des populations. Et parlons maintenant de cette assemblée générale du bureau sortant du Conseil national de l'éducation. Pendant 2 jours, les membres de cette institution vont porter un regard rétrospectif sur les 2 mandats du bureau. Ils vont également se pencher sur les réformes en cours annoncées dans le système éducatif béninois. Amitié Sabidi, Aurélie Sauton et Armel Nonfodji. Il est annoncé de grandes réformes par le nouveau gouvernement. Nous devons l'accompagner pour lui dire ce qui existe, afin que ce gouvernement sache exactement là où le Bénin a échoué, là où le Bénin a réussi, depuis les réformes grosses têtes d'Ossiovo, et nos points faibles, nos points forts, afin que on ne puisse pas reconstruire sur des sables mouvants. Cette 9e Assemblée générale du Conseil national de l'éducation intervient à un moment où le Bénin connaît de nombreuses réformes, tant sur le plan social qu'éducatif. Le gouvernement, à travers le programme d'action Bénin révélé, a fait de l'éducation l'un des leviers sur lequel il compte agir pour le développement économique en améliorant les performances. Les réflexions sur le système éducatif ne peuvent plus se mener en vase clos, déconnectés du devenir des apprenants et sans prise réelle sur le développement économique, socio-culturel et politique. Les participants à cette assemblée générale vont passer à la loupe les activités menées au cours des 8 ans d'exercice du bureau sortant. Ils devront également émettre des perspectives concernant les réformes d'ordre administratif et pédagogique en cours au Bénin. Nous avons été associés à la question des génies, à la question de formation des formateurs, à la question des concours dont certains ont été mal organisés, à la question de l'introduction des langues dans le système éducatif. Des suggestions et recommandations pertinentes sont attendues au terme de cette session qui dure 2 jours. Parlons à présent de ce soutien pour les démunis. Le Conseil honoraire du Bénin au Liban fait don de plusieurs matériels scolaires aux couches défavorisées du Bénin. La cérémonie de réception a eu lieu au ministère des Affaires étrangères. Le point avec Huguette Ondelo. Cet acte de générosité posé par le consul honoraire du Bénin au Liban s'inscrit dans le cadre de la contribution de la diplomatie béninoise à la réalisation des objectifs de développement durable. Il s'agit pour Ara Valian d'apporter sa contribution au programme d'action du gouvernement dans le secteur de l'éducation. Les présents dons constitués de 1000 dictionnaires, 1000 cahiers de 100 pages, 2000 stylos, 2000 crayons à papier et 1000 tailles-crayons au profit de nos enfants les plus démunis permettront de renforcer leur capacité d'apprentissage et de former ainsi les élites de demain pour la construction de notre cher pays, le Bénin. L'éducation constitue l'un des secteurs les plus sensibles d'une nation. Et c'est la raison pour laquelle j'ai opté d'apporter ma modeste contribution pour ce secteur si vital pour aider le système éducatif des établissements scolaires situés dans les milieux les plus défavorisés et difficiles d'accès. La représentante du ministre des Enseignements secondaires a promis de veiller au partage équitable de l'ensemble des dons. Je prends l'engagement ici présent et au nom de la communauté éducative que la distribution de ces matériels tiendra compte d'une clé de répartition juste et équitable afin que tous les élèves nécessiteux des 12 départements de notre pays puissent en bénéficier. L'acte posé par le consul honoraire du Bénin au Liban est l'expression de l'amitié entre les peuples libanais et béninois.
D'un soutien à un autre à présent, Caritas Bénin avec l'appui financier de CRS, entendez Catholic Relief Services, était une fois encore aux côtés des victimes de Toria Vamin. Les donateurs, les bras chargés de vivres, se sont rendus dans cette localité sinistrée il y a quelques mois, on se le rappelle. Wenceslas Ouaimon et Jean-Claude James ont suivi la délégation et ils nous font le compte-rendu de la cérémonie. Plus de 4 tonnes de vivres gracieusement offertes aux victimes du drame de Tori à Vamin. Caritas Bénin et Catholic Relief Service témoignent ainsi leur fidélité à la devise « La solidarité va transformer le monde ». Nous sommes solidaires avec eux, avec vous, en tant qu'un bon voisin, pour leur permettre de vivre et de transformer la vie de leurs enfants pour l'avenir. Cet agréable moment de communion qui nous est offert me donne l'occasion de vous témoigner et de vous réaffirmer, chères autorités, chers amis de Toria Vamin, la proximité fraternelle de toute l'Église catholique romaine du Bénin en général et celle des évêques du Bénin en particulier. C'est le chef d'arrondissement d'Avamin qui a porté la voix des bénéficiaires. Au nom des populations d'Avamin et au nom de toutes les autorités, une fois encore merci. Et je crois que le Seigneur vous le vaudra. En plus des vivres, la prise en charge clinique des victimes continue. Selon le médecin-chef, la rééducation et la réadaptation fonctionnelle constituent la prochaine étape du processus. Avec les décès confirmés de janvier dernier, on dénombre à ce jour 34 morts sur les 105 victimes de ce drame survenu le 8 septembre 2016. Jean Plia, l'humaniste, eh bien c'est le titre d'un ouvrage qui vient de paraître. Son auteur, le professeur émérite Adrien Rouanou, appuyé par le Centre international de recherche et d'études francophones, CIRTEF. L'ouvrage revient sur le parcours atypique de l'illustre disparu. Il a été lancé hier à l'Infosec. Reportage Rebecca Kenjeondé, William Choki. Près de 2 ans après sa mort, les bonnes œuvres de Jean Plia continuent d'inspirer ceux qui l'ont côtoyé. Parmi ceux-ci, Adrien Ouanou, directeur du Centre international de recherche et d'études francophones. En collaboration avec ses collègues chercheurs, ils viennent de sortir l'ouvrage intitulé Jean Plia, l'humaniste. Ce titre s'est imposé à moi après que j'ai relu de nombreuses fois plusieurs communications présentées au colloque, notamment celle de Annick Kennon, de Gabriel Boucor, de Romain Rosangi, pour ne citer que ceux-là. Humaniste, Jean Plia l'était pleinement, par l'écriture, par la parole et par l'action. Un ouvrage qui retrace le parcours de l'écrivain, la vie d'un homme qui avait pour seule ambition éduquer, soigner et sauver ses concitoyens. Jean Plia demeure un des intellectuels les plus prolixes, un des chercheurs les plus acharnés des réalités historiques et culturelles de notre pays. Je m'en voudrais de ne pas rappeler ici qu'il a apporté une contribution inestimable au développement de l'enseignement supérieur de notre pays et partant à la recherche de l'excellence pour l'école béninoise en général. Jean Plia, c'était un père dévoué, attentionné, un éducateur hors pair, témoigne une de ses progénitures, José Plia. Le peu de temps qu'on avait avec lui, c'était souvent des moments très précieux. Il n'y avait jamais de temps gaspillé. Il ne concevait pas de donner des théories aux gens. Il dit, bon, faites ce que j'écris et puis moi, je vais faire autre chose. L'ouvrage disponible dans la librairie permet de connaître davantage ce dit fils que les Béninois continuent de pleurer. Jean Plia n'est plus, mais ce livre nous replonge dans son immense générosité. À l'étranger, à présent, Donald Trump a prononcé mardi soir son premier discours de politique générale devant les membres du Congrès américain. Le président américain, lui, reste droit dans ses bottes. Il réaffirme sa position sur l'immigration. Reportage. Convaincre les Américains de la cohérence de ses priorités, tel est l'objectif du premier discours solennel de Donald Trump au Congrès. Devant des sénateurs, ministres et juges, le président américain défend l'une de ses mesures phares et très controversée.
Nous devons rétablir l'intégrité et l'application de la loi à nos frontières. Pour cette raison, nous allons bientôt commencer la construction d'un grand mur le long de notre frontière sud. L'immigration au cœur de la politique du président américain. Il promet d'être plus ferme pour une nouvelle fierté nationale. Son engagement, la priorité aux Américains. Et elle passe aussi par la fin de l'Obamacare, l'emblématique loi sur la santé de Barack Obama. J'appelle ce Congrès à abroger et à remplacer l'Obamacare avec des réformes qui étendront le choix, donneront un meilleur accès aux soins et réduiront les coûts. Un discours traditionnel devant certains sénateurs récalcitrants. Assis, bras croisés et refusant de se lever, l'accueil réservé à Donald Trump est glacial. Certaines élus démocrates se sont même habillées en blanc, une couleur symbolisant la défense des droits des femmes. Voilà, ce sera tout pour ce journal, mais avant de prendre congé de vous, nous vous rappelons que le programme prévoit à partir de 14h en direct de la Zambie le match Guinée-Égypte comptant pour la Coupe d'Afrique des Nations Junior U-20. À 16h, la rediffusion du feuilleton Les Choix de l'amour à 16h30, les annonces nécrologiques, puis à 17h, le second match de cette journée Mali-Zambie. Merci de nous rester fidèles.